Le mouvement de Mountain Wilderness est actif dans une dizaine de pays, principalement en Europe, mais aussi en Asie. En France, l'association a été fondée en 1988 lors du congrès d'Évian. Mountain Wilderness est une association de protection de la montagne et de l'environnement reconnue d'utilité publique. Notre association est ouverte à tous les amoureuses et amoureux de la montagne. Nous soutenons un rapport à la nature et à la montagne qui est fondé sur le respect des écosystèmes, mais aussi de ses habitants, humains comme non humains. Et nos actions visent à veiller au maintien des équilibres naturels, à questionner des pratiques déraisonnables, à proposer une autre approche en montagne, une approche plus douce, que ce soit par les transports, mais aussi le tourisme ou les pratiques sportives. Et enfin, à soutenir une économie de la montagne qui soit diversifiée. Une partie de nos bénévoles vivent, travaillent à la montagne, que ce soit en haute montagne, dans les vallées, ou sinon s'y rendent régulièrement parce que ce sont des amoureuses et amoureux de la montagne. Moi-même, je ne vis pas en montagne, je vis à Paris, mais pour autant, la montagne est mon deuxième chez moi. Toutes et tous, les habitants des montagnes sont impactés par le dérèglement climatique. On dit souvent que finalement, là-haut, en haut des cimes, en haut des montagnes, le dérèglement se fait déjà sentir. Les impacts sont déjà visibles par rapport à ce qui se passe plus bas dans les vallées ou dans d'autres départements français. Les impacts j'aimerais vous parler de différents impacts en cas de disparition de la mer de glace, que ce soit les impacts sur les activités de haute montagne, mais aussi sur le cycle de l'eau. En haute montagne, ce sont les guides et les gardiens de refuge qui sont les principaux concernés. En effet, la disparition de la mer de glace a un impact direct sur les activités de haute montagne et sur l'activité touristique. Tout d'abord, la fonte de la mer de glace impacte directement l'activité des guides de haute montagne, comme c'est le cas pour Yann Bornier. Yann est fondateur d'une entreprise, Alpine Lines, mais aussi membre actif de Mountain Wilderness. Et je vais vous proposer d'écouter son témoignage. Bonjour à tous. Moi, je vais vous parler d'un petit témoignage sur les glaciers. Les glaciers vécus en tant que professionnel de la montagne, parce que depuis 7 saisons maintenant, j'exerce le métier de guide de haute montagne, notamment à Chamonix, mais pas que, notamment en haute montagne, mais pas que. Et, et donc, j'ai envie de vous parler des glaciers, parce que mais pour nous, guides haute montagne, travailleurs des cimes, les glaciers incarnent notre imaginaire. Et plus largement, ils représentent en fait ce que nous mettons derrière ce terme de haute montagne. Et puis, ils représentent aussi cette pratique qu'on fait là-haut, qui est l'alpinisme, qui est un peu la pratique symbolique et historique qui fait la force de notre métier. D'ailleurs, l'UNESCO, lorsqu'elle a classé l'alpinisme au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, l'a défini comme l'art de gravir des sommets des parois en haute montagne, en toute saison, en terrain rocheux ou glaciaire. Et donc on retrouve ce caractère de haute montagne, ce caractère glaciaire, et finalement les glaciers, on peut dire qu'ils sont à la haute montagne comme des grands alpinistes comme Bonatti, comme Cassin, comme Lachenal, sont à l'alpinisme. Bon, ces glaciers, ils se retirent d'année en année. Ça, c'est indéniable, c'est documenté. Et nous, on le vit au quotidien. Et puis, on le sent, hein, il laisse place à de grandes dalles sombres. Et en fait, il y a plusieurs sentiments qui se mêlent là quand on assiste à ça, quand on le vit. Le premier, évidemment, c'est la nostalgie. Et j'ai envie de paraphraser un petit peu mon ami Olivier de Sépibus, un photographe qui aime documenter cette montagne qui se transforme.
et lui, il avait appelé la montagne défaite. Et c'est vrai que, bon, ça c'est une manière de voir les choses, c'est une manière très nostalgique de voir les choses, et en même temps, on peut pas aller en haute montagne sans avoir ce sentiment de nostalgie qui nous transcende. Donc on est là, et on regarde un peu béant et résigné ce qui arrive. On est un peu des grands témoins, complètement impuissants, euh, de cette disparition de cet écosystème montagnard dont les glaciers font partie. Et nous, on n'est rien, hein, alpinistes, on est bien peu par rapport à tous ces micro-organismes aussi qui vivent euh, autour des glaciers. Et bon, quand on est là, en tout cas, on est souvent à leur interface, ou dessus, bien sûr. On marche dessus, ou on s'en échappe. Alors, on s'en échappe par le haut, en accédant à des parois. Et là, pour nous, c'est compliqué, parce que quand les glaciers se retirent, ils laissent de grandes dalles lisses apparentes, sur lesquelles, en fait, il n'y a pas de prise. On ne peut pas grimper. Et donc se pose à nous un grand dilemme. Est-ce qu'on équipe ou on n'équipe pas? Est-ce qu'on aménage la montagne ou on se retire? Et bon, ce dilemme-là, il est dur parce qu'on n'a pas envie de se le poser, en fait. Euh, et puis en bas, quand on arrive sur le glacier ou quand on en repart, en se retirant, il laisse la place à de grandes moraines. Alors les moraines, c'est quoi? C'est des gros amas de rochers, de sable, de plein de choses instables. Et, et, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est dangereux parce que ça s'éboule en permanence. On le voit notamment quand on traverse, quand on accède sur la mer de glace et qu'on remonte un peu la mer de glace, on regarde à droite et on voit ces énormes pans de montagne qui s'éboulent en continu. Donc là, c'est plus seulement la nostalgie, c'est la peur qui nous envahit. Et la peur, elle est aussi parce que les glaciers, pour moi, c'est aussi ces faces qui se désenglacent, c'est aussi ces faces qui deviennent plus sombres. Euh, Ces déglaciations des parois, elles libèrent aussi des pierres qui étaient qui étaient autrefois emprisonnées par la glace. Et ces pierres-là, elles deviennent de plus en plus imprévisibles. Elles chutent quand elles veulent. J'ai une anecdote que j'ai vécue cet été et qui a failli être dramatique, je pense. J'étais avec un client dans un endroit euh, où personne ne va. C'était à l'envers du Mont Blanc, un endroit très sauvage. On faisait une itinérance qui devait nous conduire, qui nous a conduit d'ailleurs jusqu'au sommet du Mont Blanc. Pendant 5 jours, on a itinéré sur la paroi sud du Mont Blanc, côté italien, là où il n'y a pas grand monde et où il y a encore de beaux glaciers. Et donc on devait redescendre un couloir en rappel. euh, et en haut, au petit col, c'était le début de matinée, le soleil venait de se lever, il y avait des belles lumières, et j'ai dit à Serge, mon client, je lui ai dit, écoute, regarde, on est bien, prenons un peu le temps. J'aime bien prendre le temps en montagne. Prenons un peu le temps de s'imprégner de cet environnement, de ce milieu, de ce moment-là, de cette ambiance. Et puis, on commence à descendre en rappel, et puis on coince une corde, donc on perd du temps. Bon, là, ce temps-là, j'aime moins le perdre. Mais le couloir était plein ouest, alors j'étais serein, il était très blanc, tout en neige. Et puis il était encore tôt le matin, c'était fin juin, donc il faisait encore bien froid, tu vois, les nuits étaient bien froides, ça resserrait. L'isotherme zéro était haut. Et puis donc on enchaîne les rappels, et tout d'un coup, on entend un bruit sourd. Et forcément, on lève la tête parce que on voulait voir d'où il venait ce bruit. Donc on lève la tête, et donc il y avait une paroi assez haute au-dessus de nous, et tout d'un coup on voit une espèce de geyser là, de neige et de rochers. Mais juste là. En fait, c'est juste là, tu sais pas si ça tombe là, ou juste en dessous, ou 200 mètres en dessous, ou très loin. Et en fait, c'est tombé juste en dessous, c'est-à-dire 50, 100 mètres en dessous. En fait, c'est tombé là où on devait être peut-être un quart d'heure plus tard. On était dans la zone, quoi. Et donc, en fait, c'est de prendre le temps au sommet, c'est de coincer la corde qui nous a un peu sauvé la vie. Et moi, à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, c'est fini les grandes certitudes qu'on avait, que les anciens, les aïeux nous ont transmis aussi, mais y compris les profs à l'ENSA, donc à l'école des guides. C'est fini ces certitudes. On est dans un monde d'incertitudes permanentes. Et même ce sur quoi on fondait quelques certitudes, en fait, on peut plus. C'est fini. Donc, la fin des glaciers, c'est aussi la fin d'un monde. Et c'est sûr qu'on s'adaptera toujours à l'évolution de ce milieu de pratique, on s'est toujours adapté. Ça fait 200 ans que notre profession existe et ça fait 200 ans
qu'on a réussi à s'adapter, par exemple à la météo, aux conditions de la montagne. Mais cette adaptation-là, elle va vraiment se faire dans la douleur, parce que je pense que elle, elle, euh, elle emporte avec elle la liberté des hauteurs. Euh, et en fait, cette liberté-là, qui n'est pas que liée au glacier, mais qui est très liée au glacier, euh, elle va fondre avec eux. Et moi, j'ai peur de ça. Et c'est vrai que ben, les glaciers, c'est encore le symbole de cette liberté. Et de les voir partir, ben, voilà, je ne sais pas où on va. Et ça, c'est sûr que ça me rend un peu nostalgique et puis un peu anxieux pour l'avenir. Euh, en plus de ce sentiment de peur d'évoluer en haute montagne. Voilà, j'espère que cette parole, ce petit témoignage vous aura servi. En tout cas, au plaisir de vous retrouver dans cet univers de blancheur euh, qui est encore, euh, qui est encore présent là-haut. À bientôt. Donc, finalement, on voit bien avec ce que transmet Yann dans son témoignage, c'est le besoin qu'ont les guides d'adapter leurs pratiques. Donc, il y a la disparition de la mer de glace et des glaciers. Ce sont des impacts directs pour une activité professionnelle. Mais au-delà de ça, il dit aussi que voilà, les guides, depuis le temps qu'ils existent, ils ont toujours su s'adapter, mais que lui, sa peur principale, c'est la disparition de son imaginaire. C'est aussi de ce qui l'anime depuis qu'il est tout petit, cette relation avec la montagne, avec le rapport avec la haute montagne, qui est aussi un territoire particulier. Chez Montagne Wilderness, on a une approche très philosophique aussi de la montagne. Finalement, cet échange homme-nature. Et du coup, moi, ce qui me touche beaucoup dans ce qu'il dit, c'est justement ce questionnement sur finalement, si la mer de glace disparaît, si les autres glaciers disparaissent, ça ne va pas juste impacter son activité économique, ça va impacter un imaginaire, un rapport homme-nature. Par contre, en termes d'adaptation, des acteurs qui, eux, sont davantage, en fait, ne peuvent pas s'adapter, ce sont les gardiens de refuge, car là, c'est la sécurité même de leur refuge et donc la continuité de leur activité qui peut être menacée. Je pense à un refuge, le refuge des guides du Cervin, qui est perché à 3480 mètres d'altitude à la en 2018, s'est retrouvé en Suisse. Donc, il n'était plus à la frontière, il avait basculé en Suisse. Et pourquoi parce que le glacier sur lequel il était construit avait fondu. De même, sur le versant italien du Mont Blanc, près de la station de Courmayeur, 500 000 mètres cubes de glace menacent de s'effondrer et certains refuges ont dû fermer. Enfin, la disparition des glaciers, elle n'a pas simplement un impact là-haut, à plus de 2000 mètres d'altitude. Jean-Baptiste l'a déjà détaillé, mais la disparition des glaciers, ça a un impact sur tout le cycle de l'eau. En effet, les glaciers, ce sont des réservoirs d'eau. Ils contiennent la vaste majorité de l'eau douce présente sur Terre. L'été, quand les ressources sont amenées à manquer, ils alimentent les vallées. Et du coup, le recul et la disparition des glaciers, auxquels s'ajoute la baisse des précipitations neigeuses, menacent de nombreuses activités humaines. Je pense à l'agriculture, à l'industrie, aux usages domestiques, également le tourisme. Donc, en fait, ce sont des vallées qui vont être bouleversées par la disparition des glaciers. Je ne vais pas détailler non plus le risque d'élévation du niveau des océans qui a déjà été présenté par Jean-Baptiste, mais peut-être pour conclure cette présentation, j'aimerais dire que le droit à l'accès à l'eau potable, c'est un droit fondamental qui a été reconnu par les Nations Unies depuis 2010. Et du coup, préserver nos ressources en eau, c'est essentiel.
préserver en fait, les glaciers, c'est aussi, au-delà de, on a déjà parlé de l'urgence de préserver les glaciers pour eux-mêmes. Moi, je vous ai présenté finalement pourquoi préserver les glaciers, ça a aussi un impact sur nous. Donc, je pense qu'il y a cette idée d'équilibre. Et nous, chez Mountain Wilderness, on aime dire que si on a besoin de la montagne a également besoin de nous. Et du coup, il est urgent de changer nos pratiques individuelles, collectives, que ce soit évidemment en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi en préservant les espaces naturels et en ayant une autre approche avec ces milieux.